présentatrice de télévision pour le groupe Canal+, et également consultante en communication stratégique. Nous allons patienter quelques instants, le temps de laisser l'audience se connecter, et puis nous pourrons lancer la session. Alors, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter. Je vous laisse encore quelques secondes. Très bien. Donc, nous allons pouvoir débuter cette session. Je vais faire une parenthèse pour m'adresser aux personnes qui parlent en anglais dans l'audience. So, dear English speaker, just to let you know that if this session is held in French, you can have access to the translation by clicking on the button located at the bottom left of your screen. So, that being said, I'm switching back to French. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je me présente à nouveau. Je suis Medjissem Beringay. Je suis votre hôte pour cette session Invest in Togo. Je suis présentatrice de télévision pour le groupe Canal+, et consultante en communication stratégique. Invest in, je vais rapidement faire un rappel du concept. Donc, Invest in, c'est quoi? Eh bien, il s'agit d'une série d'événements organisés par l'Africa CEO Forum depuis plusieurs années maintenant, et qui est consacré à la présentation des opportunités d'investissement dans des pays d'Afrique. Donc, l'objectif, c'est de participer à l'intégration économique du continent et de favoriser à la fois l'investissement intra-africain, également extérieur au continent. Il s'agit d'informer et de motiver l'ensemble des investisseurs, notamment par la présentation de l'environnement des affaires et des réformes, en tout cas pro-business, qui sont mises en œuvre dans les pays. L'idée globale, c'est d'offrir un aperçu des meilleures opportunités. Alors, on s'adresse bien entendu aux entreprises, aux institutions, aux financiers, aux fonds souverains, mais également aux diasporas, en les encourageant à venir investir dans leur pays d'origine. Vous l'aurez compris, ce qui vous attend, c'est un programme qui sera riche par le contenu des discussions, mais riche également par le profil et la diversité des intervenants. Invest in, c'est une occasion unique d'identifier où et comment investir avec le maximum de succès. Aujourd'hui, c'est donc le Togo qui est à l'honneur. Ces événements Invest in sont rendus possibles grâce à nos partenaires, et notamment à Ecobank pour cette session qui est dédiée au Togo. Donc, nos remerciements vont à Ecobank, qui est l'une des institutions financières les plus importantes du continent. Voilà un peu pour ce qui est du concept Invest in. Je profite pour faire un rappel rapide également de l'arrivée prochaine, du retour prochain de l'Africa CEO Forum en version physique. Effectivement, après plus de 2 ans d'absence en raison de la pandémie, l'Africa CEO Forum est de retour. L'événement référence du secteur privé africain se tiendra les 13 et 14 juin prochains à Abidjan. Donc, on est à un peu moins d'un mois du jour J. Également, pour ceux qui nous ont rejoints à la fin de la session, il est prévu donc une séquence questions-réponses avec les panélistes. Donc, n'hésitez pas tout au long de l'événement à poser vos questions. Nos équipes se chargeront de sélectionner les questions donc à poser à nos panélistes. Et pour le moment, donc revenons sur le Togo. On peut commencer tout de suite donc avec l'interview de Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Monsieur Sani Gaya, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un véritable plaisir et honneur de vous avoir parmi nous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je voudrais saisir l'occasion pour remercier Jeune Afrique, l'Africa CEO Forum et puis le groupe Ecobank pour le zoom que vous faites sur
le Togo et son économie et pour permettre aux investisseurs de connaître en tout cas les potentialités de notre pays. Très bien. Alors, nous allons aborder avec donc, nos panélistes, on aura le temps de rentrer dans les détails, mais voilà, on aimerait que vous partagiez un peu avec nous votre vision et les ambitions de votre gouvernement. Contexte oblige, on va commencer par parler de quelque chose de pas très drôle, mais on va parler de la crise. L'une des spécificités, en tout cas l'un des faits qu'on a remarqué au cours de ces dernières années, c'est la formidable résilience de l'économie togolaise. Mais voilà, les crises sont successives, se succèdent. Je parlais notamment donc de la Covid-19 et plus récemment de la guerre en Ukraine. Alors, ces crises ont engendré une augmentation durable des prix de l'énergie et des produits alimentaires, ce qui fait peser une véritable menace sur la reprise économique dans de nombreux d'Afrique, y compris donc le Togo. Monsieur le ministre, comment vous voyez cette situation évoluer? Est-ce que, selon vous, on est sur le chemin d'une amélioration ou au contraire d'une aggravation de la situation? Merci, madame. Je voudrais encore une fois saluer cette initiative et saluer la présence parmi nous de monsieur le président de l'AGET et le président du patronat, qui représente en tout cas le secteur privé togolais. Et je voudrais saluer la présence, bien sûr, de tous les participants et tous les investisseurs qui nous suivent par le lien Zoom. C'est vrai, vous l'avez dit, depuis 2 ans, la conjoncture internationale est marquée par une succession, une série de crises de grande ampleur, sans précédent. D'abord, bien sûr, la Covid, et ensuite la guerre en Ukraine, comme vous l'avez dit, et qui ébranle les bases et les fondamentaux des plus grandes économies au plan mondial. Le Togo n'y échappe pas. Toutefois, comme vous l'avez dit, face à cette crise, notamment d'abord la Covid, le gouvernement togolais, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Faure Eswazina Gnassingbé, le président de la République, a eu une très grande promptitude et une grande réactivité pour, disons, endiguer et maîtriser les effets de cette crise. Très rapidement, des mesures ciblées et innovantes, dont l'efficacité a été reconnue par les experts les plus qualifiés, ont été prises. Donc, je voudrais d'abord citer la mesure innovante qui sont les transferts monétaires Novici, qui ont permis de distribuer, disons, des subventions à des ménages les plus pauvres, les plus vulnérables, pour permettre de soutenir ces ménages et de soutenir, bien sûr, le pouvoir d'achat et la consommation. Tout ça a permis d'endiguer les effets inflationnistes. Je voudrais préciser que près de 820 000 ménages ont pu profiter de cette mesure, dont 65% de femmes tout au long de la durée de l'état d'urgence sanitaire. Et donc, nous sommes ressortis à un taux d'inflation bien contenu, bien maîtrisé, de 1,8% en 2020 grâce à ces mesures, mais aussi des mesures pour soutenir l'économie qui vont d'abord faciliter dans les financements au niveau des banques, mais en même temps aussi à l'allègement des mesures fiscales pour les entreprises. Donc, toutes ces mesures conjuguées ont permis quand même à notre pays de faire preuve de résilience et donc avec un taux d'inflation qui est ressorti à 1,8%. La qualité donc du plan de riposte ainsi que les succès de la stratégie vaccinale mise en œuvre par le gouvernement
ont permis de contenir l'incidence de la pandémie et de limiter les taux de contamination et en même temps de permettre de limiter le taux d'inflation à 1,8%, comme je l'avais dit en 2020. En 2021, il est contenu dans la limite de 4,5%. L'embellie, disons, qui a été enregistrée sur le plan de la COVID et en même temps sur le plan économique, disons, ont permis d'afficher un taux de croissance de 1,8% en 2020, au moment où le monde entier était en récession, et un taux de croissance de 5,3% en 2021. Mais toutefois, la situation en Ukraine, la guerre en Ukraine, menace justement ces résultats qui sont des résultats quand même encourageants. Et donc, cette guerre, vous savez, l'Ukraine et la Russie produisent bien sûr des céréales, des engrais, du gaz, de l'énergie. Et donc, il y a eu un choc sur l'offre. Et donc, ce choc sur l'offre qui vient s'ajouter au premier choc sur l'offre et la logistique de la pandémie, liée à la pandémie, disons, font bondir le taux d'inflation au niveau mondial. L'inflation va dans certains pays à 2 chiffres. Ça atteint 2 chiffres. Bon, au Togo, à fin mars, nous étions à 8%, à 8,2%. À fin février, on était à 6,2%. À fin mars, on était à 8,2%. Et à fin avril, on est redescendu à 8% grâce à toutes les mesures qui ont été mises en œuvre par le gouvernement. Face à cette situation, donc, plusieurs mesures ont été prises. Alors, est-ce que ces mesures font partie de la feuille de route gouvernementale qui avait été lancée donc, en octobre 2020, une feuille de route qui, dans les faits, est une nouvelle mouture du plan national de développement qui avait été mis en sommeil par donc, les impacts socio-économiques de la crise sanitaire. Le moins qu'on puisse dire, en tout cas pour cette feuille de route, c'est qu'elle a en tout cas suscité le soutien de nombreux bailleurs de fonds internationaux, au rang desquels la BAD, le Fonds saoudien de développement, la BOAD, la Banque mondiale. Mais je crois savoir aussi que vous tenez, en tout cas vous avez pour ambition de faire à ce que le secteur privé prenne pleinement part. Alors, je voulais savoir quels sont vos objectifs en la matière et surtout comment comptez-vous y parvenir, Monsieur le Ministre? Merci, Madame. Avant d'arriver justement à la feuille de route, je voudrais juste préciser que le gouvernement continue à travailler, à penser aux mesures pour endiguer les effets inflationnistes, et beaucoup de mesures ont été récemment prises pour justement limiter la flambée des prix des produits de première nécessité. En ce qui concerne la feuille de route, la mise en œuvre, disons, d'abord c'est une feuille de route qui est articulée autour de 3 axes, 10 ambitions, 42 projets et réformes. Et vous me permettrez tout d'abord de saluer le dynamisme de notre secteur privé dans un contexte national et international difficile, marqué par une superposition de crises, comme nous l'avons dit. Le secteur privé a montré une résilience exemplaire, le secteur privé togolais a montré une résilience exemplaire face à la crise sanitaire et a apporté une contribution remarquable aux performances macroéconomiques que j'ai citées avant au Togo. Cette résilience est aussi illustrée par, bien sûr, l'évolution de la courbe de l'investissement privé, disons, enregistré. Donc, la plupart des statistiques, notamment celles de la CNUSED, montrent que le Togo a enregistré en 2020, au pic, au plus fort de la crise sanitaire, une progression de 84,7% des flux d'investissement
étrangers, alors que l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest réalisaient une contre-performance de 18%. Et donc, en 2021, nous avons enregistré 277 milliards d'investissements directs étrangers à la faveur de l'opérationnalisation de la plateforme industrielle d'Aditi Copé et aussi des initiatives d'investissement du secteur privé national que nous devons souligner et nous les encourageons. Nous continuons à travailler pour améliorer en tout cas le climat des affaires, à approfondir les réformes, après bien sûr l'assainissement des finances publiques, la stabilité du cadre macro, mais une série de réformes pour mettre à l'aise le secteur privé national à continuer à jouer pleinement son rôle dans l'économie nationale. Alors, Monsieur le ministre, justement, vous parliez de réformes. Le Togo a été reconnu en 2020 par la Banque mondiale comme le pays africain ayant engendré le plus de réformes favorables au secteur privé. Quelle est la réforme dont vous êtes le plus fier? Alors, difficile question, j'imagine. C'est vraiment une question très difficile. Le Togo est reconnu comme un pays, sous l'impulsion du chef de l'État, un pays réformateur, vous le savez. Il y a beaucoup, disons, beaucoup de reconnaissance au plan international. Le Doing Business, bien sûr, l'indice Mo Ibrahim, et puis nous sommes l'un des rares pays à être admis dans le cercle réduit de Compact with Africa, qui est une initiative du G20 qui est destinée à promouvoir en tout cas l'investissement privé dans notre pays. Alors, en ce qui concerne les réformes, elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Hein. Vous n'arrivez pas à vous décider? Alors, je peux dire, je peux citer bien sûr la digitalisation et le paiement en ligne des impôts et taxes et en même temps aussi la digitalisation et la facilitation au niveau du cadastre en ce qui concerne le foncier, ce qui a permis de vraiment faciliter le paiement des impôts en ligne. Ça facilite la vie aux opérateurs économiques et en même temps aussi au niveau du foncier, ensemble avec la réforme du code foncier, ça permet d'accélérer en tout cas la création des titres fonciers. Donc, je voudrais aussi souligner la mise en place de l'assurance universelle, et la charte des TPME qui participent de la volonté d'inclusion du gouvernement et de la stratégie de formalisation des acteurs informels afin d'élargir la base économique du Togo. Le dynamisme des réformes se poursuit et en fin d'année dernière, nous avons adopté la loi organique sur le partenariat public-privé qui permettra de booster, en tout cas, qui permettra de booster l'investissement privé local et étranger et de combler le gap des infrastructures. Donc, nous pouvons continuer, la liste est longue. J'imagine. En tout cas, mentionner notre stratégie digitale qui est le socle de notre feuille de route Togo 2021. Oui. Je m'en arrête là. Effectivement. Excellent. En tout cas, des réformes qui ont porté leurs fruits, puisqu'on a vu les formidables résultats de l'économie togolaise. Monsieur le ministre, nous arrivons donc au terme de cette interview. En quelques mots, qu'est-ce que vous diriez, je dirais en 2 phrases, quels sont les arguments que vous donneriez à un investisseur qui est intéressé par le Togo pour qu'il vienne et pour qu'il ne saute pas? Alors, ce que je dirais en quelques mots, c'est que le Togo est la porte d'entrée en Afrique de l'Ouest. Le Togo est un pays réformateur
avec un leadership qui a une claire vision de l'avenir, avec des initiatives qui sont prises pour faciliter le climat des affaires et bien sûr avec un secteur privé dynamique. Nous avons le code des investissements qui bien sûr est perfectible. Nous continuons à discuter avec nos amis du secteur privé et nous avons un cadre de concertation entre le secteur privé et le secteur public. Le Togo est un hub de la sous-région au plan de la logistique, au plan financier. Bon, nous avons bien sûr le port en eau profonde, nous avons l'aéroport, nous avons les institutions, les plus grandes institutions internationales qui sont... Nous avons les banques... Vous avez dit 2 mots. Il y en a beaucoup que nous ne pouvons que... Oui, j'imagine bien effectivement les arguments en faveur du Togo sont nombreux, donc je comprends que vous ne parveniez pas à vous limiter à juste 2 mots. Mais en tout cas, voilà, je tenais vraiment à vous remercier d'avoir partagé avec nous, avec l'audience, votre vision et vos ambitions pour le Togo. Tout ce que vous avez évoqué, on va en parler plus longuement, plus en détail avec nos panélistes. Donc, merci infiniment, Monsieur le Ministre. Merci à vous pour cette initiative. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Je vous souhaite une très bonne réunion, une très bonne poursuite de la réunion. Merci bien, Monsieur le Ministre. Alors, il est maintenant temps de passer au panel. J'évoquais donc en introduction la qualité et la diversité de nos intervenants. Eh bien, c'est le moment de vous les présenter. Ce panel est composé de personnalités donc prestigieuses du gouvernement, on vient de le voir, mais également du monde des affaires au Togo. Au cours de cette session, nous aurons donc l'opportunité de nous entretenir avec Madame Rose Kayi Nivedor, ministre de la Promotion de l'Investissement. Avec nous également Monsieur Souleymane Touré, directeur général Ecobank. Avec nous également Monsieur Jonas Daou, président de l'Association des grandes entreprises togolaises. Monsieur Laurent Tameignon sera également parmi nous. Madame Fatoumata Sissoko, directrice générale donc Afrique de l'Ouest pour Proparco, nous donnera également ses analyses et sa vision pour l'économie togolaise. Et enfin, Monsieur Jesse Damski, qui est le président de la plateforme industrielle d'Adikopé au Togo. Alors, on passe donc tout de suite à la première question. Monsieur Touré, vous ouvrez le bal. Alors, Monsieur le ministre vient de nous dresser un profil général de l'économie togolaise. Maintenant, je souhaiterais qu'on entre un peu plus en détail. Monsieur Touré, je sais qu'Ecobank et le Togo, c'est une longue histoire, puisque le groupe y a implanté son siège social. Aujourd'hui, Ecobank est présent dans 33 pays, si mes chiffres sont bons, des pays avec donc de grandes disparités. Alors, Monsieur Touré, ma question est la suivante. Est-ce que la façon d'accompagner le secteur privé pour Ecobank est différente dans ce pays, compte tenu de la taille de l'économie togolaise qui est encore relativement petite? Donc, est-ce que la manière dont vous accompagnez le secteur privé y diffère comparé aux autres pays d'implantation du groupe? Merci, Madame la modératrice. Je remercie d'abord Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Comme je le disais, c'est mon autorité de tutelle. Donc, mes remerciements pour sa disponibilité pour cette session qui est d'une très grande importance pour le Togo. Encore une fois, je le remercie pour sa disponibilité. Je remercie aussi mes 2 autres patrons, le patron du patronat et aussi le patron de l'Association des grandes entreprises du Togo pour leur disponibilité et leur accompagnement pour l'épanouissement du secteur privé au Togo.
Permettez-moi de vous remercier pour cette question. Nous, au niveau d'Ecobank, on ne voit pas le Togo comme étant une petite économie. Le Togo, comme vous l'avez dit dès le départ, c'est la terre d'accueil du groupe Ecobank. Donc, ce géant groupe bancaire que nous voyons aujourd'hui en Afrique a commencé ici au Togo. Donc, l'accompagnement mis en place par Ecobank Togo en faveur du secteur privé est globalement identique à celui qui est pratiqué dans les autres pays et est en phase avec la stratégie du groupe Ecobank. Ceci tant sur le plan organisationnel que commercial. Nos produits et nos services à la clientèle sont conçus, développés et produits de manière centralisée, mais avec une distribution locale qui tient compte des spécificités propres à chaque marché au pays. Du point de vue commercial et pour répondre efficacement aux attentes de notre clientèle, nous sommes organisés en 3 corps de métiers ou 3 pôles d'activité orientés clients. Il y a la banque des grandes entreprises, il y a la banque commerciale que nous appelons autrement la banque des PME-PMI et la banque des particuliers. J'ai donné ce découpage puisque donc cette organisation que nous avons, c'est la même chose dans tous les pays où le groupe Ecobank est présent. En ce qui concerne notre intervention au Togo, nous sommes présents dans presque tous les secteurs de l'économie, les industries, les énergies, le tourisme, l'hôtellerie, la chaîne de valeur agricole, le commerce général, les BTP, le transport, les produits de rente que sont le café, cacao, soja. Ce qu'il faut retenir, c'est que les solutions que nous mettons à la disposition de notre clientèle sont standardisées et sont les mêmes dans les pays où notre banque intervient. L'élément le plus important, c'est de noter qu'il y a quand même une certaine différenciation en matière de distribution, en matière de commercialisation, puisque ceci doit tenir compte des exigences et des spécificités qui sont propres à chaque marché. Donc, le point important de noter, c'est que pour nous, nous capitalisons non seulement sur les spécificités et exigences propres à chaque marché, mais également nous capitalisons sur les spécificités qui permettront d'améliorer davantage nos pratiques bancaires commerciales à travers des partages d'expériences dans le réseau Ecobank, et c'est là même l'avantage compétitif distinctif du groupe Ecobank. Si vous permettez, je pense, Monsieur le ministre a parlé rapidement des avantages qu'offre le Togo, donc je ne vais pas insister là-dessus, mais quand même il est important de noter que le Togo présente des avantages concurrentiels distinctifs qui constituent pour nous des spécificités sur lesquelles nous continuerons à mettre l'accent. Il y a par exemple le domaine portuaire, il y a le volet aéroportuaire, et il y a aussi ce que nous appelons la prospérité du secteur du ciment et le dynamisme du secteur agricole. Oui, Monsieur Touré, alors on aura l'occasion de revenir sur les informations sectorielles un peu plus tard dans la conversation. Donc vous avez parlé donc des spécificités liées à votre organisation, à Ecobank. J'aimerais avoir l'avis justement de Madame Sissoko-Sy sur les spécificités du Togo. Madame Sissoko-Sy. Oui, bonjour à tous. Oui, remerciements évidemment à ces illustres membres du panel, remerciements à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, remerciements à Madame la ministre de l'Investissement qui va intervenir plus tard sur ce panel, et remerciements évidemment à vous également d'avoir invité Proparco et de m'avoir permis d'apporter nos compléments et notre regard sur le dynamisme du Togo. Évidemment, au risque de réinsister dessus, je pense que c'est quand même particulièrement important. Le positionnement géographique, le hub du Togo, c'est une réalité. C'est une réalité en termes aériens. La capacité de relier des capitales en un temps record, que ce soit des capitales africaines ou des capitales hors Afrique. Donc, je ne peux que réinsister là-dessus.
Le fait qu'il y ait ce port, hein, donc on parle du port de Lomé, hein, que Proparco a financé par ailleurs aux côtés d'autres institutions de financement telles que la Banque africaine de développement. Donc ce port qui permet d'accueillir des navires de dernière génération. C'est le seul port en eau profonde donc dans ce côté de l'Afrique. Donc de par son positionnement, il peut servir toutes les capitales le long de la côte, mais également les pays enclavés de l'Interland. Donc ce positionnement-là est aussi essentiellement crucial et porteur pour l'économie togolaise et évidemment constitue un attrait fondamental pour des investisseurs qui souhaiteraient venir investir au Togo. L'autre aspect que je mentionnerai qui a été évidemment porté par le ministre de l'Économie et des Finances est la forte volonté politique. Donc toutes les réformes qui ont évidemment été enclenchées en termes d'amélioration du climat des affaires, en termes de poser un cadre stratégique pour l'industrialisation du Togo. On reviendra dessus un petit peu plus tard. Donc c'est des éléments qui, selon moi, constituent vraiment un préalable indispensable et du coup des voyants forts qui témoignent de la volonté des autorités publiques, de ce que les autorités publiques mettent en place dans le pays pour attirer des investisseurs. Et on rentrera dans le détail, il y a des exemples assez probants de l'atteinte en fait, d'un certain nombre d'objectifs et donc de ce cadrage, de ce contexte favorable aux investissements pour le secteur privé. Alors, vous l'avez justement dit, ce sont tous ces éléments qui font du Togo une destination particulièrement attractive pour les investisseurs. Alors, pour me poser du point de vue d'un investisseur international qui serait implanté au Togo, j'aimerais m'adresser à monsieur Jonas Daou. Alors, est-ce que vous m'entendez ? Merci. D'abord, je voudrais vous remercier et remercier aussi le groupe Ecobank de nous avoir conviés à cet important événement et qui nous donne l'occasion un peu de remettre notre pays au cœur de l'actualité et aussi contribuer à renforcer et tirer profit des nombreuses réformes qui ont été évoquées autant par M. le ministre de l'Économie et des Finances, mais aussi par nos collègues de Ecobank et de Proparco. Il me semble, pour répondre à votre question, que la présence de grands groupes internationaux dans un pays est quand même une donnée systémique qui contribue à structurer le développement. Et parce que les grands groupes ont quand même l'avantage d'avoir une certaine expérience. D'ailleurs, M. Souleymane Touré, tout à l'heure, quand il nous présentait Ecobank, a montré les atouts que le maillage ou bien la présence d'Ecobank sur plusieurs pays permet au groupe de renforcer son expertise et son savoir-faire en dupliquant ou en répétant un peu les best practices qu'ils peuvent développer ça et là. Et donc, les grands groupes, avec l'expérience qu'ils ont, sont en général ceux qui sont capables de mener à bien les grands projets structurants. Alors, justement, sans vouloir vous interrompre, mais ces grands groupes-là, effectivement, sont ceux, vous venez de le souligner, qui sont le plus à même à investir sur des gros projets. On parlait... voilà, en 2020, le Togo avait été désigné effectivement comme le pays le plus performant en matière d'attraction des investissements par Greenfield Performance Index. Cette année-là, les IDE avaient bondi de 85%. Comment vous expliquez cette progression ? Oui, je ne sais pas si la question c'est d'expliquer. Par contre, le fait est de constater que effectivement la progression des IDE au Togo, d'après le rapport du CNUSED, sont passés de 346 millions de dollars à 639 millions de dollars, soit, comme vous l'avez dit, un peu plus de 86% de croissance. En même temps, ce qui caractérise même cette
j'ai envie de dire, la beauté de cette croissance, c'est que sur la même période, chez les francophones, un pays comme la Côte d'Ivoire a baissé de 45% l'attraction des idées sur la même période. Justement, quand vous prenez le Nigeria, chez les anglophones, le Nigeria n'a progressé que de 3% sur la même période. Donc, c'est une performance assez significative pour être notée. Et cependant, il faut dire que c'est le fruit des efforts et des réformes qui ont été indiquées par Monsieur le ministre et qui ont été matérialisées par le gouvernement dans le cadre du programme national d'investissement qui avait été adopté en 2018 et 2019 et qui aujourd'hui qui a été rajusté dans le cadre de la feuille de route. Donc c'est important d'afficher d'une manière aussi claire les ambitions, mais aussi de prendre les dispositions pour réaliser ces ambitions-là. Mais après, quand on rentre dans le détail de cette performance et qu'on l'atomise, elle est concentrée, cette performance est concentrée sur un certain nombre de projets assez spécifiques et assez précis. Monsieur Damsky, oui. Alors, excusez-moi, on reviendra sur justement la spécificité des projets un peu plus tard dans la session. Donc, vous l'avez bien évoqué, c'est un constat, il y a un afflux donc des investissements directs étrangers au Togo. Et cet afflux a, je pense d'ailleurs, encouragé le gouvernement avec ses partenaires à mettre en place, en tout cas à lancer des initiatives pour booster davantage et orienter ces investissements, notamment dans le secteur industriel. Et donc, on en vient on l'a évoqué tout à l'heure avec monsieur le ministre, à la plateforme industrielle d'Adicopé. Et donc, j'aimerais qu'on puisse en parler rapidement avec monsieur Damsky. Monsieur Damsky, vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Hello, yes, thank you. Yes. Did you understand what I just said? No, I apologize. The English part isn't on Teams, so I couldn't see it. I didn't hear it. So. Okay. So I will ask my question in English. Is it okay for you? Please. Yes, perfect. I was just saying that the Adicopé industrial platform was a really ambitious project born from a private public partnership between the Togolese state and Arise. In few words, in few figures, what is PIA exactly? Okay, thank you very much. First and foremost, I want to thank you for the opportunity to speak in this forum. I think it's a very good event, and also to all my colleagues online. So thank you for that. So regarding PIA, as you rightly mentioned, it is a PPP model. PIA is a venture between the state of Togo and Arise IIP. The IIP stands for Integrated Industrial Platform. So the primary concept of Arise in all of our locations and where we operate is to pursue the transformation of raw material into a finished product and adding value within the country. Now that has a couple of secondary and tertiary benefits for the country, including increased GDP growth, import offset, and of course job creation, which is very important for the state. So here in Togo, when we look at PIA, we can say that it's a mixture of an industrial zone focused on transformation of soya, cotton, cacao, cafe, mango, and pineapple. And on the other side, we have a logistics platform, which is to support the hinterland business going into Burkina Faso, Mali, and Niger. So on the logistics side, I think it's pretty clear. And on the transformation side, the primary focus is on cotton, the textile industry, which is what we're trying to bring to Togo, and that's a huge generator of jobs in the country. And then on the other side, it's from the soya, converting that into edible oils and cake for feeds.
So those are the two resources that Togo has a large abundance of, and what we can transform for the benefit of the country. Thank you, Mr. Dempsey. Alors, I'm switching back to French. Il ne fait pas de doute qu'une plateforme telle que PIA, et vous venez de l'entendre, contribue et contribuera donc à booster le secteur privé et industriel au Togo. S'agissant du secteur privé, j'aimerais qu'on puisse se tourner, en tout cas mettre la lumière sur Monsieur Tamegnon, qui est le président du Conseil national du patronat. Monsieur Tamegnon, vous m'entendez? Je vous entends 5 sur 5. Très bien. Alors, on a abordé la question des réformes avec monsieur le ministre. Votre organisation, un bref rappel, est composée donc de 21 associations professionnelles. Elle a notamment pour but d'organiser le secteur privé et de défendre les intérêts de ce dernier, ce qui fait de vous un interlocuteur privilégié de l'État togolais. Sur la question des réformes, quelles ont été les dernières recommandations que votre organisation a faites en matière de politique économique et sociale à l'endroit du gouvernement? Merci, madame. Je vais, pour commencer, apporter de l'eau à mon moulin pour remercier, tout comme les autres, les organisateurs de cette séance, et, en l'occurrence Jeune Afrique, et, le groupe EcoBank. Un grand coucou à notre ami Touré, qui est toujours près de nous et que nous sentons à chaque fois, et puis le groupe CO Afrique Forum. Voilà. Alors, pour répondre à votre question, je vous dis qu'aujourd'hui, nous sommes en état sur le pied de guerre, j'allais dire, parce que la Covid semble nous avoir donné un peu de répit. Donc, il faut reprendre la lutte. Et j'avoue qu'au cours de ces 2 dernières années, le secteur privé a connu des moments extrêmement difficiles. Et la crise sanitaire a eu d'énormes impacts sur celui-ci. Alors, nous avons fait une étude d'impact de la crise afin de formuler des recommandations, d'une part à l'endroit de nous-mêmes, c'est-à-dire le patronat et puis de nos membres, d'autre part vers le gouvernement et enfin vers nos partenaires en développement. Et ceci afin de garantir l'État auprès de banques, je parlais plutôt des PME qui sont en énorme difficulté, donc garantir des crédits auprès des banques. Ce que nous avions pu retenir de notre étude d'impact de l'état d'urgence sanitaire, dans les requêtes que nous avions adressées au gouvernement sous forme de plaidoyer, nous souhaiterons donc l'accompagnement des PME dans leur démarche de transition numérique pour les aider à maintenir ou à développer leur activité en ligne par différentes solutions telles que la réalisation des diagnostics numériques, aide à l'acquisition de solutions numériques ou un accompagnement à la numérisation par un prestataire public ou privé. Nous avions demandé également la promotion des mécanismes d'exploration des marchés extérieurs. Nous avions demandé le renforcement des systèmes de protection sociale en privilégiant les questions de santé, de chômage, d'indécence d'emploi et de précarité des revenus. Les actions qui peuvent concourir à ce renforcement sont, entre autres, évidemment, l'accès universel aux soins, dont a fait allusion tout à l'heure Monsieur le ministre, ce qui passe par l'amélioration des systèmes sanitaires afin d'assurer des prises en charge adéquates et une riposte efficace à d'éventuelles crises sanitaires. La protection des revenus et des emplois et la promotion du travail décent, des mécanismes d'assurance chômage en vue d'assurer les revenus aux travailleurs touchés par le chômage.
Outre donc toutes ces recommandations, nous participons activement au cadre de concertation État, secteur privé, dont a fait allusion tout à l'heure le ministre également. Et là, vous trouvez un secteur privé très fort qui nous sommes en parfaite symbiose et pour pouvoir défendre nos différentes causes, nos différents intérêts au niveau du gouvernement. Alors justement, en parlant de gouvernement, c'est le moment de passer à l'interview de Madame la ministre en charge de la promotion de l'investissement. Donc restez avec nous. On se retrouve juste après cette interview pour poursuivre le panel. Madame Rose Kaïm-Ibedor, je suis ravie de vous compter parmi nous pour cette session Investing consacrée au Togo. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour Maguissel. Je vais bien, merci. Alors, vous êtes ministre de la promotion de l'investissement. Un des rôles de votre département, c'est de promouvoir le Togo comme une destination privilégiée pour les investisseurs. On peut dire que les résultats sont là, puisque le Togo a été classé parmi les pays les plus attractifs en matière d'investissement direct étranger. On hélas, sait, en matière d'IDE, le son est parti. Les pays se livrent une rude guerre. Alors, selon vous, qu'est-ce qui rend le Togo plus attractif que les autres pays, notamment les pays de la sous-région? Merci beaucoup pour cette opportunité que vous nous donnez de parler de nous, de parler du Togo. Qu'est-ce qui fait que le Togo est la meilleure destination pour tout potentiel investisseur dans la sous-région? Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui militent en faveur du Togo. Le premier élément, je dirais, qui est vraiment l'élément fédérateur, c'est un leadership très fort. Nous avons un chef de l'État qui a vraiment une vision, de grandes ambitions pour notre pays et qui impulse, je dirais, cette dynamique-là. À côté de cela, nous avons, je dirais, un pays qui concilie un ancrage régional et international, et un rayonnement international. Vous savez, nous sommes membres de l'espace UMOA, de l'espace CEDEAO, et également des grands espaces régionaux internationaux. Et à côté de cela, nous avons, je dirais, une connexion avec le monde. Quand vous prenez le port autonome, le port du Togo, vous avez des lignes directes maritimes avec beaucoup de pays. Ça fait vraiment que ça nous donne une ouverture. Quand vous prenez l'aéroport, le Togo est un hub aérien où vous avez des liaisons directes avec pratiquement 27 pays en Afrique. Ça a son importance pour un homme d'affaires. Corrélativement, vous avez également le fait que nous appartenons à une union monétaire, donc ce qui crée une certaine stabilité au niveau de la monnaie, et ça rassure l'investisseur. Donc, ce sont quelques éléments. Après, nous avons une économie qui a pu prouver sa résilience. Vous savez que pendant la crise sanitaire, beaucoup de pays ont connu une récession. Nous avons eu la chance, par rapport aux politiques budgétaires qui avaient été mises en place auparavant, de pouvoir subir subir ce choc, et nous avons pu maintenir un faible taux de croissance, mais quand même un taux de croissance. Nous sommes arrivés à 1,8%, c'est louable. Et déjà, nous avons repris avec le train de croissance que nous avions projeté. Nous avons une population jeune et éduquée, c'est important. C'est la jeunesse, c'est les forces vives de la nation, c'est l'avenir de l'Afrique. D'ici 2030, la population africaine sera la jeunesse va représenter pratiquement 60%. Et nous avons la chance d'avoir au Togo une population jeune et éduquée. Ça voudrait dire pour un investisseur de la main-d'œuvre qu'il peut facilement former et qui est apte à travailler. Toujours par rapport à ça, nous avons un pays où nous avons une certaine stabilité, une stabilité économique. Les investisseurs, ils ont envie d'avoir de la prévisibilité dans l'environnement dans lequel ils se posent. C'est important. Quand on regarde aujourd'hui, malheureusement, les derniers développements que nous avons dans la sous-région, la stabilité et la paix, ce sont des facteurs qui sont très importants pour un investisseur. Toujours par rapport à cela, nous avons effectivement, je dirais, une certaine dynamique au niveau du climat des affaires qui est très louable.
Je ne vais pas encore répéter les performances qui ont été celles du Togo, premier pays réformateur dans la sous-région, avec, je dirais, sur 2 ans, on a gagné pratiquement 50 points, 50 places sur le rapport Doing Business. Donc, ce sont des éléments qui militent en faveur du Togo et je peux vous dire qu'on continue à travailler là-dessus. Parce que, comme vous l'avez dit de prime abord, la compétition est là, elle est rude. Donc, chaque pays veut attirer des IDE, des investisseurs. On en a besoin pour développer nos économies et c'est un travail permanent. Donc, et enfin, je pense que nous avons également l'Agence de promotion d'investissement, le ministère de la promotion d'investissement, qui sont, je dirais, des cadres institutionnels qui ont été mis en place pour accompagner les investisseurs. Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas être trop longue, mais je pense que vous avez pratiquement tous les éléments qui militent en faveur de la destination Togo. Oui, en effet, ce sont des éléments qui sont totalement convaincants. Vous évoquiez le fait que le Togo avait été désigné par la Banque mondiale comme un des pays les plus réformateurs. Votre ministère, qui est également qui contribue activement à créer un cadre réglementaire incitatif à l'investissement et partie prenante de cette politique. Est-ce que vous pouvez nous parler des mesures phares mises en œuvre par votre gouvernement, des mesures qui visent à améliorer le climat des affaires? Oui, parlons des mesures phares. On peut parler dans un premier temps du cadre légal. Le cadre légal, nous avons aujourd'hui 2 régimes incitatifs, notamment le Code des investissements qui date de 2019, qui, pour tout investissement qui dépasse 50 millions de francs CFA, donc environ 100 000 $ US, vous avez un certain nombre d'incitatifs qui vous encouragent pour investir au Togo et qui accompagnent l'investisseur, notamment par rapport à la taxation qui peut couvrir tout ce qui est matériel, donc les droits de douane, etc. Et à côté de cela, vous avez également des exemptions sur l'IS par rapport d'un taux pouvant aller jusqu'à 35% une fois que vous rentrez en activité. Donc, ce sont des éléments qui aujourd'hui participent et encouragent l'investissement. Ça, c'est le cadre, on peut dire le droit commun de l'investissement. À côté de cela, vous avez le régime de la zone franche, qui est un régime qui datait de 2011 et qui crée, je dirais, un peu une zone tampon pour tout investisseur. La particularité du régime de la zone franche, c'est que la majorité de votre production doit être destinée à l'exportation. Vous devez envoyer 70% de votre production à l'exportation. Les 30% peuvent être écoulés sur le territoire national. Donc, effectivement, quand on prend un pays tel que le Togo, avec une population de 8 millions d'habitants, pour des entrepreneurs à faire un investissement oblique, c'est-à-dire en fait qui viennent dans un pays compte tenu des coûts des facteurs de production pour pouvoir, je dirais, optimiser sur ces éléments-là et pouvoir adresser d'autres marchés tels que le marché américain, le marché américain pratiquement 450 millions d'habitants, 1 milliard d'habitants, la Chine 1 milliard d'habitants, effectivement, c'est un bon positionnement pour cet investisseur. Donc, ce sont 2 éléments qui je dirais, participe à l'amélioration du cadre des investissements. À côté de cela, vous avez tous les projets structurants qui ont été mis en place. On a parlé précédemment du climat des affaires, de l'environnement, de tout le travail qui est fait. Mais à côté de cela, il y a tous les projets structurants. Nous avons un projet phare qui a été mis en place en pleine période de crise sanitaire. Il faut le dire, ce n'était pas facile. Je pense que toutes les frontières étaient fermées. Plutôt, tout le monde était dans une situation de repli. On a eu un investissement phare, notamment la plateforme industrielle d'Adéticopé, qui est une zone industrielle et en même temps une plateforme logistique intégrée. Donc, pour pouvoir avoir une infrastructure d'accueil avec toutes les facilités requises pour un investisseur. Parallèlement, nous avons continué également pour l'amélioration de la qualité de l'énergie. C'est un élément important pour un investisseur. Nous travaillons toujours sur la qualité des infrastructures routières. C'est un élément important dans la mesure où on se positionne un peu comme la porte d'entrée des pays des Nederlande. Et nous continuons également à travailler sur tout ce qui est réforme portuaire pour améliorer le trafic portuaire. Donc, pour vous dire, c'est vraiment tous ces projets. Et donc,
Ces projets sont résumés dans la feuille de route gouvernementale. Nous avons la feuille de route gouvernementale avec un objectif sur 2025 où nous avons 36 projets phares. Et ce sont ces 36 projets phares qui vont accélérer, je dirais, le processus de transformation de notre économie et continuer à créer un cadre propice, en même temps offrir des opportunités aux investisseurs. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire par rapport à cette question. Alors, justement, vous parliez des investisseurs. Ces investisseurs qui s'intéressent au Togo, qui sont présents au Togo, leurs investissements, est-ce qu'ils sont ventilés sur tous les secteurs économiques ou bien est-ce qu'ils se concentrent sur quelques secteurs porteurs? Quand on regarde nos statistiques, hein, vous savez, nous avons des statistiques que nous monitorons, notamment par rapport aux dossiers qui passent au comité d'agrément, les dossiers qui sont admis au régime de la zone franche, etc. On peut dire quand même que aujourd'hui, le secteur des services est un secteur qui est très porteur. Aujourd'hui, pratiquement, les services représentent, en termes de contribution au PIB, on est pratiquement à 40%. Le Togo, c'est une place financière. C'est pour ça qu'on se positionne comme hub financier et on a l'ambition de devenir un hub financier d'excellence dans la sous-région. On a également l'activité portuaire qui est là, qui est également une activité qui attire les investisseurs. Tout ce qui peut être services connexes qui tournent autour de l'activité portuaire, ce sont également des secteurs qui attirent. Et on a également, troisième secteur qui attire beaucoup, c'est le secteur de l'agriculture. Notre ambition, c'est de pouvoir, je dirais, transformer les produits locaux pour rajouter de la valeur. Donc, on a identifié certaines chaînes, notamment certaines spéculations. On est sur le coton, on est sur l'anacarde, on est sur le maïs. Et on est également sur les fruits et les légumes, mais à valeur ajoutée. Et donc, on voit beaucoup d'investissements dans ces secteurs-là, où nous avons des acteurs qui viennent en amont de la chaîne, notamment participent à l'organisation des populations en milieu rural. Et corrélativement, ils installent également des unités de production. Je pense qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que le Togo s'est vraiment positionné en tant que pays de référence sur le secteur du soja bio. Donc, c'est un des secteurs également qui attire beaucoup les investisseurs dans notre pays. Alors là, on parle des secteurs qui attirent les investisseurs, mais de votre côté, du côté gouvernement, est-ce qu'il y a des secteurs prioritaires que vous avez définis et qui, à ce stade encore, n'attirent pas assez d'investissements? Des secteurs qu'il faudrait pousser, des secteurs capables d'avoir un impact plus conséquent, des secteurs capables d'apporter davantage de création de valeur? Est-ce que vous avez des secteurs que vous souhaiteriez voir se développer davantage? C'est le secteur agricole. C'est le secteur agricole. Vous savez, le Togo est un pays essentiellement agricole. Il y a de cela plus de 10 ans, le secteur agricole avait une contribution au PIB de l'ordre de 40%. Le service a pris le dessus. On est aujourd'hui dans des contributions au PIB de l'ordre les dernières statistiques, les derniers chiffres que j'ai, c'est de l'ordre de 23%. Et on s'est rendu compte que par rapport au potentiel qu'on a en termes de terres arables, par rapport à la pluviométrie, la qualité de la pluviométrie, et par rapport, je dirais, à tous ces paramètres, et par rapport également au fait que 60% de la population vit en milieu rural, c'est un secteur sur lequel le gouvernement a une réelle emphase. C'est-à-dire qu'on veut vraiment, je dirais, inciter les investisseurs dans ce secteur. Et par rapport à ça, on a un projet phare, qui est le projet de l'agropole de Kara. Nos ambitions, c'est de pouvoir développer 10 agropoles sur tous les territoires. Donc, nous avons l'agropole pilote, qui est l'agropole de Kara, qui est sur des spéculations bien identifiées, qui réussissent très bien dans cette zone-là. C'est au nord de Kara, si vous connaissez bien. Et ce que je peux dire pour tout potentiel investisseur, c'est qu'il y a de la disponibilité. Le foncier a été sécurisé. Les infrastructures en termes d'irrigation, de voies d'accès, d'entrepôts, de magasins, etc., sont en train d'être mis en place par l'État pour faciliter l'installation. Et maintenant, nous tendons les bras aux investisseurs pour qu'ils viennent investir. On est prêt à les accompagner pour nous accompagner à développer l'agropole de Kara. Alors justement, en 2 mots, pour terminer cette interview, en 2 mots, je suis un investisseur, je viens d'écouter ce que vous m'avez dit, je réfléchis encore. Qu'est-ce que vous me diriez en 2 mots pour finir de me convaincre? Venez au Togo, il est facile d'y faire des affaires. Très bien.
Merci, Madame la Ministre. Je vous remercie. Alors, après cette riche intervention de Madame la Ministre, nous sommes de retour donc avec nos panélistes. Alors, je tiens à rappeler qu'à l'issue du panel, nous aurons une séquence questions-réponses si le temps nous le permet. Alors, Madame la Ministre a parlé donc, des projets, a notamment évoqué les réformes qui ont été entreprises par le gouvernement. Monsieur Taménion, est-ce que le rythme des réformes répond aux ambitions des entreprises togolaises? Alors, Monsieur Taménion, est-ce que vous m'entendez? Excusez-moi, mon micro était fermé. Alors, je disais que oui, nos attentes sont en voie d'être comblées. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, reconnaissons-le, mais nous demeurons quand même nous continuons avec certaines difficultés. Et ça, je n'arrêterai pas de le dire, c'est surtout au niveau des crédits et de la promotion des investissements privés nationaux, qu'il reste beaucoup de choses à concrétiser. Au niveau des crédits, j'avoue que le PME-PMI tire le diable par la queue. Et le patronat se bat dans tous les sens pour justement régler ce problème de crédit. Nous avions eu à négocier avec le FSA, le Fonds de solidarité africain, qui a mis dans le portefeuille du patronat 50 milliards que nous mettons à disposition des banques afin de faciliter. Mais il faut avouer que c'est insuffisant. Et d'ailleurs, dans l'étude d'impact que nous avions remis au gouvernement sous forme de plaidoyer, je dis que l'un des points forts, justement, c'est cette sollicitation au crédit. Et le gouvernement n'a qu'à nous appuyer au niveau des cautions des banques pour que nous puissions y aller. C'est fondamental si nous voulons travailler. Donc aujourd'hui, le directeur général de Ecobank Togo ne nous démentirait pas que nous avions fait plusieurs séances de travail. Et il sait de quoi nous parlons. D'ailleurs, je voulais profiter de l'occasion pour le remercier pour les 2 dossiers qu'il a fait passer pour le patronat suite justement à nos discussions et suite à la disposition du Fonds de solidarité africain que nous avions. Donc, vous comprenez, madame, que nous apprécions hautement tous les efforts qu'ils sont en train de faire. Et d'ailleurs, à titre de rappel, le patronat a un plan stratégique. Et ce plan stratégique, lorsque nous l'élaborions, était intimement lié au plan national de développement qui aujourd'hui se traduit par la feuille de route. Donc, comprenez que nous allons main dans la main. Alors, je pense que votre message est bien passé, est bien arrivé aux oreilles de Monsieur Touré. Alors, Monsieur Touré, justement, ces réformes qui ont façonné le paysage économique togolais, qui, on l'a évoqué, a largement évolué au cours de ces dernières années. Monsieur Touré, en tant que professionnel qui a accompagné donc, les acteurs économiques, vous êtes le témoin privilégié de toutes ces transformations. Quelles sont selon vous les évolutions et les améliorations les plus notables? En quelques mots, je tiens également à rappeler à nos participants que compte tenu de la contrainte horaire, voilà, il faudrait essayer de limiter vos réponses à 2 minutes afin que tout le monde puisse s'exprimer. Je sais que c'est pas évident parce que voilà, il y a des choses très très intéressantes à dire, mais voilà, essayons de faire des réponses plus concises. Merci, Madame la modératrice. Je vais être bref. Je pense les différents intervenants, y compris les 2 ministres, ont longuement parlé donc, des réalisations. Donc, je ne vais pas trop traîner dessus.
Je pense qu'on peut quand même citer un certain nombre. Il y a le développement des infrastructures, il y a le développement des activités portuaires et aéroportuaires. Je pense ça fait vraiment les forces de l'économie togolaise aujourd'hui. Et Madame le ministre des Investissements, de la promotion des investissements a parlé des actions en faveur de l'agriculture, mais surtout en faire en sorte qu'on puisse augmenter la contribution de la valeur ajoutée locale, surtout pour les produits qui sont destinés à l'exportation. Mais le point sur lequel j'aimerais quand même insister, et le ministre l'a dit, c'est vraiment la digitalisation de l'économie, qui est un des axes majeurs du plan national de développement, ainsi que les mesures d'accompagnement entreprises par les autorités togolaises à travers, par exemple, la création de la Cyber Defense Africa. Et je pense que c'est quand même un élément très, très important. Et Ecobank est fier d'être l'institution qui a vraiment contribué au financement de la Cyber Defense Africa. Et c'est important puisque c'est pour le renforcement des dispositions relatives à la cybersécurité. Pour moi, personnellement, je pense que l'accent doit être mis sur la consolidation de ces acquis et surtout sur la pérennisation de ces acquis à travers des politiques d'accompagnement avec une forte implication du secteur privé, mais surtout, Monsieur le Président du patronat, du secteur financier, banquier et surtout à l'attention des PME, PMI et aussi pour la dynamisation du tissu agro-industriel local. Nous avons entendu le message et nous allons continuer à travailler en parfaite collaboration pour essayer de voir ce qu'on peut faire pour mieux accompagner les PME, PMI au Togo. Je vous remercie. Alors, je m'adresse à l'audience. Comme vous pouvez le constater, des synergies se créent lors des sessions Invest In. Alors maintenant, je vais me tourner du côté investisseur. Monsieur Daou, en tant que président de l'association des grandes entreprises du Togo, vous êtes le mieux placé pour partager avec nous l'expérience d'un investisseur international. Alors, Monsieur Daou, quelles sont les attentes spécifiques des grandes entreprises internationales qui sont implantées au Togo ou qui envisagent de s'implanter? Ok, merci beaucoup. Oui, c'est vrai qu'on peut en un sens catégoriser le besoin des grandes entreprises internationales, mais j'aimerais, avant de donner quelques orientations, quelques pistes, rappeler que dans une certaine mesure, elles sont d'abord identiques à ce que voudrait une entreprise locale, et ça, je fais un clin d'œil à ce que vient de dire mon collègue, le président Taménion, qui a insisté sur les investisseurs locaux. Maintenant, la caractéristique spécifique que les grandes entreprises, surtout internationales, peuvent regarder, bien sûr, il y a la taille de marché, mais pas que. Je ne sais pas si c'est chez moi seul, mais le micro, ça siffle énormément. Ah bon? Je vais reprendre peut-être voir. C'est bon? C'est mieux? Oui, c'est mieux. Ça va. Merci. Donc, je disais qu'il y a sans doute la taille du marché, mais pour les grandes entreprises internationales, ce n'est pas nécessairement... C'est important, mais ce n'est pas le plus stratégique, parce que on peut aussi mutualiser le marché autour. Et la ministre des Investissements, tout à l'heure, quand elle parlait un peu des ambitions du Togo, a clairement donné l'orientation de l'option, de la vision du pays de s'installer comme un hub. Et donc, à partir de ce moment, ça fait un footprint pour accéder à un marché beaucoup plus grand. Donc, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir un marché intérieur important. Par contre, pour les investisseurs internationaux, la stabilité politique et économique sont importantes, mais dedans, dans ce qu'on appelle stabilité politique et économique, il faut surtout voir la clarté et la stabilité du climat des affaires. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut que les entreprises puissent avoir une certaine prévisibilité des règles
de commerce et du Code des investissements, incluant bien sûr la douane et les impôts. C'est en ce sens, sans doute, que la digitalisation des moyens de paiement peut renforcer la confiance qu'un investisseur peut avoir dans une plateforme. Il y a bien sûr l'état des infrastructures, les télécoms. Nous avons l'ambition, tout à l'heure, on a parlé, tout le monde a parlé de la digitalisation du numérique, mais c'est important que les infrastructures qui supportent cette ambition-là soient au rendez-vous. Donc, l'accès aux routes, à l'énergie, le logement, la qualité des institutions, notamment la justice, la sécurité, la protection des investissements, mais j'aimerais surtout ajouter des choses qui ne sont pas tangibles et qui sont les questions liées au cadre de vie. On voit très bien des investisseurs persuadés d'une destination, voilà, mais limité parce que le cadre de vie, l'école pour les enfants, les hôpitaux, la capacité et l'aménagement urbain, tout ça font partie des choses qui permettent donc aux grandes entreprises de faire leur choix, et on encouragerait dans ce sens les pouvoirs publics à faire en sorte que le cadre réglementaire des affaires limite au maximum possible les remises en cause des dispositions qui sont en place. Merci, monsieur Daou. On va continuer à parler des attentes des investisseurs, et je vais m'adresser à monsieur Damski. Mr. Damski? Yes. So we were just talking about investors' expectation. So I have a really specific question for you. Okay. I'm an investor. I'm interested in Togo. I have an industrial project. What a platform such as PIA can bring me? What value it can bring me? Right. So thank you very much for the question. It's a great question. In terms of what we offer, so within the zone, if we look at, in terms of legal or tax benefits, any investor into the zone really has two options. If they want to consider the local market as their primary objective, they can go with the investment code, which allows them, tax incentives and things like that, but it's more geared to the local market. If the focus is more on export, and then they fall under the free zone code. So investors, whether they choose to focus on the internal market or the external market, they'll have both options available. The other big advantage of having the zone is the guaranteeing of the raw material. So whether it be cotton, soya, or any other agro commodity, we as the zone guarantee that supply chain to our investors. That doesn't mean that they're forced to use that. They can all obviously source on their own. There's no issue with that. But if they want to avoid that, then we will also guarantee that supply for them. So I think, one of the challenges that investors really face when they come into a new country, and particularly one that's a developing country, is that there's a lot of other services that may not be available there. And they often find themselves getting taken away from their core business to focus on whether it be logistical challenges, bureaucratic issues, and things of that nature, or even supply of raw materials. So what we try to do is we take all of that, assume it ourselves, and give our investors a platform where they can invest and focus in their core business with all of those financial incentives that I mentioned, whether it be for external or internal markets, while we worry about a lot of the other challenges, logistics and supply chain and things like that. Also, with the dry port that we constructed in PIA, that gives our investors the ability to take their containers. Right now, the world is facing some unprecedented logistical challenges, and that's due to the pandemic and a number of other geopolitical challenges. So that ICD, or that dry port that we put in PIA, really kind of irons out a lot of that for our investors. They can take their cargo directly from that area, which is within the zone, and they can also bring back their containers. So their logistical costs or complexity has gone down significantly. So that's one of the main advantages that we offer.
Thank you, Mr. Adamski. Je vais m'adresser maintenant à Madame Sissoko Sy pour la dernière question. Nous venons donc d'évoquer avec Monsieur Adamski les secteurs industriels. J'aimerais donc savoir quelles sont vos perspectives d'investissement chez Proparco. Je précise juste rapidement, donc Proparco, filiale secteur privé de l'Agence française de développement. Nous œuvrons pour accompagner une croissance durable, inclusive, créatrice d'emplois. On l'a mentionné, d'emplois durables, évidemment. Donc, en termes d'intervention de Proparco, nous avons deux moyens principaux, de façon intermédiaire et de façon directe. De façon intermédiaire, nous passons par des partenaires, des institutions financières telles que Ecobank. Donc là, je fais un clin d'œil à M. Tamignon qui parlait de l'accès au financement, des difficultés d'accès au financement. Donc, Proparco, en tant qu'institution de développement, nous mettons en place des lignes de financement auprès de banques, donc Orabank, Ecobank. Ecobank, d'ailleurs, nous avons signé une ligne de financement l'année dernière. Nous avons structuré l'idée, une levée de financement de 60 millions d'euros pour Ecobank. Nous mettons également en place des garanties de portefeuille. Vous avez parlé de FSA. FSA, effectivement, ça permet de mitiger le risque pour que les banques elles prennent plus d'exposition sur les PME. Nous avons des outils Proparco, donc nous avons des outils avec l'Union européenne notamment que nous appelons EURIS, que nous allons signer avec M. Touré, donc pour Ecobank, je vous en informe, équivalent 3 millions d'euros, qui va permettre à Ecobank, donc je vous renvoie vers M. Touré, qui va permettre à Ecobank de répondre encore plus aux besoins de financement des entreprises togolaises. Donc ça, je pense que c'est important de le souligner, de le mentionner. C'est notre activité d'intermédiation. Nous travaillons également avec d'autres structures. On a parlé du Togo comme étant un hub financier. Donc, il y a d'autres institutions sous-régionales qui sont présentes, notamment la Caisse de refinancement hypothécaire de l'UMOA, à qui nous avons octroyé des financements pour permettre à cette institution de refinancer des prêts immobiliers des banques commerciales. Donc, ça permet en fait à des personnes à revenus modestes donc d'avoir accès à des logements sociaux, à des taux intéressants, parce qu'il y a la CRRH derrière. Je pense que c'est aussi utile de le souligner. Et enfin, je vais revenir sur un certain nombre d'éléments qui ont été mentionnés par les différents panélistes, sur la stratégie d'industrialisation et la nécessité de disposer, on en a parlé d'une volonté politique claire, on a parlé du cadre macroéconomique clair, on a parlé des infrastructures, donc ça c'est pour Proparco, c'est un axe fort de développement. Les infrastructures, tout ce qui est énergie renouvelable, le Togo a lancé plusieurs initiatives, dont le scaling solar de la SFI, d'autres initiatives portées par des acteurs, des développeurs, on les appelle. Donc nous, on pourrait se positionner évidemment sur ces structures-là. Nous avons évoqué à plusieurs reprises la plateforme industrielle, la DETICOP, PIA. Donc sur cette plateforme industrielle, nous avons fait un appel à des investisseurs. Donc Proparco peut participer aux côtés des investisseurs à la mise en place de structures sur cette plateforme. Nous pouvons également emmener des financements à cette plateforme, donc de façon directe, donc en prêtant de l'argent directement à des structures qui s'implanteront sur cette plateforme, ou alors en prêtant de l'argent à des institutions financières qui vont à leur tour retrocéder ces financements-là à ces structures. Et enfin, je souligne juste, nous avons également parlé de la perception de risque, la perception de risque des PME, des PMI. Je pense que voilà, ça reste quand même assez élevé. Les outils de financement que j'ai mentionnés, les instruments de partage de risque que nous pouvons mettre à disposition des institutions financières et des institutions de microfinance, je pense, participent à lever, en tout cas à amoindrir cette perception de risque, notamment auprès des banques commerciales pour qu'elles continuent de soutenir le tissu économique local et d'investisseurs étrangers qui veulent s'implanter au Togo. J'espère avoir été pas trop longue. C'était parfait, Madame Sissoko Sy. Alors, si je dois souligner le trait commun entre ce qui a été dit tout au long de cette session, c'est que le Togo est un pays qui regorge de potentiel, un pays dont le gouvernement a mis en place
une politique volontariste pour faciliter les investissements et le développement de l'entrepreneuriat. On a également souligné avec M. Taménion notamment les défis et les challenges, car il y en a toujours. Je pense que dans l'audience, nos participants, en tout cas, ont saisi voilà, les différentes opportunités qu'offrait le Togo. Cette audience, nos participants, malheureusement, le temps ne nous permet pas de faire la séquence questions-réponses. Je vais malheureusement devoir conclure cette session Invest in Togo. Donc, je tenais vraiment à remercier nos intervenants qui nous ont permis d'avoir, d'une part, un aperçu global des opportunités d'investissement qu'offrait le Togo et d'autre part, voilà, d'avoir des exemples concrets, des cas pratiques de leurs expériences sur le terrain. Chers panélistes, vraiment, merci infiniment pour ce partage de vos expériences et expertises. À vous qui êtes dans l'audience, merci de nous avoir accordé de votre temps, de votre attention. Nos remerciements vont également à l'endroit de notre partenaire pour cette session Invest in Togo, qui est, je le rappelle, Ecobank. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement lors de l'Africa CEO Forum, donc qui se tiendra à Abidjan les 13 et 14 juin prochains. J'aurai le plaisir d'animer la cérémonie des Awards et de modérer un panel. Rendez-vous est donc pris et d'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup.